tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 20 mai, cette réunion du comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, sans plus tarder, on va passer au premier item qui est une présentation du plan directeur qui va nous être présenté par M. Joël Ouellette. Monsieur le maire, auparavant, M. Bourque va juste faire une petite introduction pour mettre le contexte et ensuite notre consultante pourra faire le sommaire du rapport. C'est bien. Si vous pouvez allumer le micro. Oui. Et voilà. OK. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Mon sommaire va être quand même très court. C'est Mme Joëlle Ouellette de l'atelier urbain qui va faire la présentation. En fin de compte, c'est présenter les grandes lignes du nouveau plan directeur de Parc Espace Vert. Moi, je ne vois pas ici si qu'elle est à l'écran. Je pense qu'elle l'est, là, on m'a confirmé. Mais... Bonjour. Oui. C'est elle qui va prendre possession de sa présentation, puis par la suite, s'il y a des questions, je pourrai participer s'il y a quelque chose. Alors, bonsoir et bienvenue. Merci. Est-ce que je peux me présenter l'écran? Bien sûr. Je m'entends un peu de votre côté. Je ne sais pas si c'est possible de couper le micro. Et voilà. Merci. C'est peut-être le micro ici, peut-être. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on le voyait. Ben, moi, je le vois ici. Là, mais... Vous ne l'avez pas, vous autres? Vous avez reçu la présentation, par exemple? Pour le bénéfice du public, par exemple, ah, ça serait bien qu'il pourrait avoir. C'est vrai. OK. Vous me direz aussi si mon micro est trop fort. OK. Oui, peut-être. Les autres, c'est ça. Puis ça ici. Je vais voir si. Et voilà. Donc, j'imagine que vous le voyez à l'écran. Oui. Parfait. Bon, je vais essayer de suivre. Considérant que moi, je le vois. Première diapositive. Alors, Joël, juste pour encadrer comment ça devrait se dérouler, Raymond est en contrôle de la présentation.
Alors, tu as juste à dire de changer l'image. Oui, sans problème. Parfait. Donc, on est sur la page. On peut switcher tout de suite là, à la deuxième page, qui est introduction, puis à la troisième, qui est le contexte. Ça fonctionne super. Donc, le contexte du plan directeur, en fait, c'est une mise à jour du premier plan que vous aviez en 2015 afin d'actualiser les analyses qui contribuent à la fois à la planification du réseau des parcs et espaces verts, mais aussi là, au niveau des investissements futurs. Il est important de mentionner que ce plan directeur-là, c'est pas un retour à une page blanche, c'est vraiment une construction de ce qui avait été déjà réalisé. Donc, on considère là, les différents plans et politiques qui ont été adoptés par la Ville, par exemple le plan de mobilité active, je crois qu'il y avait Canopé aussi, environnement, etc. Le plan directeur, en fait, il va identifier spatialement les besoins actuels et futurs de la population. Il va tenter de diriger les analyses vers ça. Ensuite, différentes typologies ont été établies avec les équipes de la Ville. On va proposer à l'intérieur de ce plan directeur-là les meilleures pratiques pour l'offre et l'aménagement des parcs et espaces verts en fonction là, de tout ce qui se passe au niveau de la crise climatique, mais aussi des besoins d'une population qui est vieillissante. On va proposer des solutions pour encadrer la conception et l'embellissement, notamment des bassins de rétention à l'intérieur de parcs et d'espaces verts. On va avoir des exemples d'aménagement. Puis, on va aussi avoir des critères là, qui ont été développés pour ce qui est de l'acquisition de terrains du public, ou juste là, en termes d'investissement en général. Donc, on peut passer de deux diapos. Donc, on a fait un premier constat, un premier contexte socio-démographique pour comprendre dans quoi on se situe. Donc, on a sorti les données là, du profil de population d'immigration 2021, du recensement, puis on a fait un survol là, des données statistiques de recensement 2021 pour l'ensemble de la RMR de la ville de Dieppe. Donc, au niveau sociodémographique, on a 8 constats qui ont été là, mis ici. C'est sûr qu'au niveau du plan directeur, là, ici, c'est une présentation synthèse, mais il y a beaucoup plus là, d'informations et de nuances qui ont été apportées. Mais ça, c'est les principaux constats qu'on voulait vous amener ce soir. Donc, premier constat, on a un taux de croissance de la population qui était de 11% entre 2016 et 2021, qui est quand même grand là, par rapport au taux de 4% pour l'ensemble de la province. Donc, on a quand même une bonne croissance là, à attendre. On sait que 17% de la population de Dieppe est âgée de 0 à 14% et que 17% aussi de la population actuelle est âgée de 65 ans et plus. Donc, on a une proportion là, vraiment équilibrée en termes de pyramide des âges. Au niveau de l'immigration, en fait, là, les résidents-résidentes non permanents représentaient 12% de la population de la ville de Dieppe, qui peut avoir un impact là, sur les différents aménagements qu'on va vouloir amener et offrir là, dans nos espaces verts. Le revenu moyen des ménages était quand même 16% à Dieppe, supérieur à celui de la province, ce qui est quand même intéressant à savoir. Ensuite, la valeur moyenne des logements était approximativement de 273 000 comparativement là, à la moyenne qui est quand même plutôt plus élevée, là, qui est 678 000 $. On s'entend que ces données-là, c'est vraiment pour se donner un contexte sur qui et pour qui on fait ces espaces verts-là et ces parcs. Donc, on a fait là, vraiment là, un tour d'horizon. On sait que la part des ménages locataires est 31% versus 26%. Donc, on a plus de locataires à Dieppe qu'ailleurs dans la province. Puis, il a aussi là, été estimé là, par une étude là, sur les besoins en logement que 69% des unités résidentielles sont occupées par des propriétaires, alors que 31% là, sont loués. Donc, ça fait quand même là, une logique que les ménages représentent 31% à Dieppe et que de ménages locataires, 31% en termes de recensement canadien et que dans cette même étude, 31% soient loués dans le parc immobilier. Donc, on voit une corrélation ici. Par contre, d'ici 2033, dans cette même étude-là, on identifiait une pénurie entre 270 et 690 unités en fonction de la croissance de la population que je vous mentionnais dans le constat 1. On peut changer de diapositive.
Outre ces éléments-là, on a en fait là, à la Ville, selon les différents projets qui avaient été établis ou des demandes de permis ou des négociations, il y aurait 4000 unités qui pourraient être construites d'ici 2033, ce qui répondrait à notre besoin là, qui avait été identifié dans l'étude. Donc, on a pris en considération ces éléments-là, mais surtout que ces 4000 unités-là représentent beaucoup de population, une densification du territoire à une certaine mesure. Donc, il faut aussi là, prendre en considération qu'est-ce qu'on va vouloir offrir comme parc et espace vert pour cette nouvelle population-là. Autant dans les projets commerciaux qui vont engendrer un achalandage et autant dans les projets résidentiels qui, bien sûr, là, demandent un milieu de vie agréable. Donc, on peut changer de diapositive. On a fait donc un recensement à l'aide des données là, que vous aviez ou que les équipes là, de la ville avaient. On a fait un recensement des parcs et des espaces verts qui étaient vraiment de propriété d'utilité publique. Donc, on aurait 36 parcs nommés à Dieppe, puis là, quelques espaces de diverses superficies à travers ici et là, qui représentent là, surtout des milieux naturels non aménagés. On peut changer de 2 diapositives. Donc, on a réussi à faire, à l'aide des différentes données, un diagnostic de l'offre actuelle et projetée. Donc, en plus là, un peu là, du contexte socio-démographique et des projets, on a vraiment été là, faire un diagnostic des différents espaces verts et parcs que vous aviez à Dieppe dans l'offre actuelle. Pour cet en fait, là, diagnostic-là, en fait, on a mis à jour la définition de la classification des parcs et espaces verts à travers différents ateliers avec les équipes municipales. Donc, on a vraiment travaillé ensemble à essayer de comprendre le différent contexte, qu'est-ce que ça voulait représenter, différentes typologies. Et pour arriver en fait, là, 4 principes directeurs qui favorisent la compréhension et en fait, l'identification de moyens d'action adaptés dans le plan directeur. Donc, ces 4 principes directeurs-là sont la desserte des parcs en espace vert, donc la quantité et la typologie des parcs. On va vouloir aussi voir à cette desserte-là, comprendre les équipements, les plateaux sportifs, la saisonnalité de ces parcs et espaces verts-là, surtout que la saisonnalité, c'est quand même important dans un climat changeant, mais aussi là, pour le contexte là, qu'on vit là, à Dieppe aussi, le contexte nordique. Donc, comment donner des espaces là, de loisirs aussi durant les périodes hivernales. On a aussi les systèmes d'acquisition pour l'aménagement de futurs parcs. Donc, on a réfléchi à comment on va gérer les parcs et espaces verts par la suite. On a aussi apporté là, dans un principe directeur l'évolution des parcs existants. Donc, essayer de voir au niveau de l'accès, au niveau de l'usager, de l'accessibilité universelle, la signalétique, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'on devrait prévoir là, dans nos parcs existants. Notamment aussi en aménagement paysager, en canopée, biodiversité, gestion de l'eau, sachant encore là, l'ensemble des aléas et changements climatiques qui s'en viennent. On sait, là, il pleut beaucoup, il y a des sécheresses, etc. Comment on fait en sorte que nos parcs existants puissent aussi avoir une certaine résilience. Et on a l'implication de la communauté, donc la participation citoyenne, qui a été là, un élément aussi fort dans l'élaboration du plan directeur à travers différents ateliers avec la population. Donc, on a réalisé une classification des parcs à Dieppe. Puis, c'est vraiment là, cette classification-là qui a été possible d'arriver à certains constats. On peut changer de diapositive. Donc, je ne passerai pas à travers l'ensemble des classes, en fait, des typologies de parcs, mais vous voyez que, bon, il y a différentes catégories, parc familial, parc école, parc municipal, parc nature. Et tout ça a été là, catégorisé en fonction de la superficie. C'est sûr qu'une superficie va vraiment changer en termes, changer l'usage ou la typologie du parc en termes de possibilité d'intégrer certains équipements. On a aussi le rayon de desserte que cet élément-là peut apporter. Donc, à quel point il pourrait être de proximité avec la population versus, bon, là, il y a vraiment une envergure plus importante. On peut aller chercher, là, on peut avoir en fait envie d'y aller, là, même si on est un peu plus loin. On a le type d'utilisation, donc encore là, ça a un lien avec bon, la distance et la superficie. Puis, on a établi là, certaines descriptions pour vraiment orienter là, les équipes à savoir bon, qu'est-ce qu'on a comme objectif, qu'est-ce qu'on veut amener comme type d'aménagement dans ces parcs-là. Oui, on peut switcher, puis l'autre aussi.
Donc, ça nous amène à un diagnostic, là, à la carte, des 36 parcs et espaces verts. Donc là, vraiment, on les a classifiés en fonction des différentes typologies. On voit que le parc nature, qu'on appelle là, du sentier riverain Pédicodiac, est quand même là, un grand élément. Mais sinon, on a aussi, je crois que c'est le parc aquatique ou le 14, là, en fait, le plus gros vert en haut, au fer foncé. Donc ça, c'est deux parcs nature qui ont des dessertes vraiment différentes. On a aussi le parc municipal de Rotary-Saint-Anselme. Puis, bon, les autres, là aussi, sont classifiés. Donc, on comprend là, qu'ils ont vraiment des typologies et des utilisations différentes. Donc, si on va plus loin, oui, au niveau de cette, en fait, là, de cette typologie-là, on est arrivé à certains constats. Premier constat en offre et en parc, c'est que la ville, on compte 21 parcs de type familial, donc de petits parcs qui représentent 62 %. Et ce qui en fait, bon, la typologie la plus représentée sur le territoire, évidemment, 62 %. Puis que les parcs nature, bien qu'ils possèdent une plus grande superficie, ben, représentent la typologie qui est le moins représentée. On a aussi en termes de desserte de mobilité, en fait, là, il existe une inéquité dans la desserte des parcs et espaces verts dans certains secteurs résidentiels, notamment au sud et à l'est du territoire, surtout là, depuis la révision administrative, des limites administratives. Donc, il y a l'absence de parcs ou d'espaces verts résiduels à moins d'un rayon de 15 minutes de marche. Au niveau de l'accessibilité universelle, il y a moins d'1% des parcs qui possèdent des équipements universellement accessibles, comme à Rotary-Saint-Anselme. Encore au niveau de la desserte, on sait que 89 % des parcs possèdent des équipements dédiés aux 14 ans et moins, alors que on sait que cette population-là représente, en fait, cette tranche de population, 14 ans et moins, représente 6,5 % de la population. Donc, on a une belle offre pour cette population-là, mais représente 6,5 % de nos résidentes à Dieppe. Les modules de jeu et les balançoires pour enfants, évidemment, sont les équipements les plus nombreux dans ces parcs-là, à l'échelle de la ville, alors que 35 % des parcs possèdent des équipements qui sont dédiés aux adolescents, donc aux plus de 14 ans jusqu'à l'âge adulte, qui, eux, représentent 5,6 % de la population. 17 % des parcs possèdent des équipements dédiés aux personnes aînées, alors qu'ils représentent 29,5 %. Ces éléments-là qu'on discute là, en termes de dessert, en fait, là, ça a été réalisé en partie grâce à la cartographie, où est-ce que là, vous voyez le résultat un peu synthèse du rayon de marche qu'on avait établi dans la classe là, de la typologie des parcs. Donc, on a là, un rayon de marche de 15 minutes attribué là, à chacun des typologies de parcs. Et donc, on voit juste comme ça qu'il y a certains secteurs qui sont en blanc et donc ils ne sont pas desservis par différents parcs ou même espaces verts. Évidemment, il y a eu un travail à faire avec les équipes municipales pour un peu revoir le constat au niveau du sentier Pédicodiac, considérant que c'est un élément qui est linéaire, accessible d'un côté, mais qui est quand même là, très long et donc accessible. On a eu quand même là, des réflexions à faire. Mais si on va à la prochaine diapositive, on a vraiment le constat là, de où est-ce qu'il y aurait un manque à 15 minutes de marche là, en termes d'espace vert ou de parc. Ensuite, la prochaine. Outre ces éléments de dessert-là, on a d'autres constats qu'on voulait vous partager, notamment au niveau de la signalétique. Donc, il y a des modifications qui ont été apportées à la signalétique dans les parcs afin de harmoniser, définir un visuel là, propre au parc ou des espaces verts. Donc, on sait, là, à Rotary, là, il y avait quand même eu, quand on était venu faire visite terrain, quand même eu cet effort-là qui s'est fait. Par contre, ce n'est pas fait de façon régulière dans l'ensemble des typologies de parcs. Donc, il y a certains parcs où se présentent certains
certaines lacunes, notamment, c'était quand même drôle au début là, du mandat, on essayait de comprendre les noms des différents parcs, puis comme ils n'étaient pas nécessairement affichés, là, les équipes municipales nous parlaient des parcs en termes de tronçons de rue ou de coins, et nous, on avait des noms en termes de géographie, là, donc ça peut être des éléments qui pourraient être améliorés au niveau de la communication auprès de la population. Au niveau des aménagements, il existe une déficience en matière de végétation dans la plupart des parcs qui a un impact négatif sur les îlots de chaleur, la biodiversité et on peut dire l'esthétisme, notamment les parcs familiaux où est-ce qu'on vient là, vraiment mettre le module au centre avec certains aménagements au sol qui viennent minéraliser, mais qui viennent aussi là, un peu là, enlever la canopée qui était peut-être existante à l'époque. Au niveau de la gestion de l'eau, il y a quelques infrastructures de gestion de l'eau sur le territoire, mais il y a présentement là, un potentiel de polyvalence qui pourrait être mis de l'avant, donc qui pourrait vraiment là, être optimisé. Ne serait-ce, bon, oui, la captation des eaux de pluie excédentaire, mais aussi d'espace de loisirs. Au niveau de la sécurité, il faudrait en fait, là, au niveau des usagers et usagères, modifier certains aménagements pour apporter là, un éclairage peut-être accru et adéquat. Il y a certains parcs qui sont en fond de l'eau, donc à l'arrière d'un bloc, en fait d'un îlot d'habitation. Donc ça, ces éléments-là, ils pourraient là, bénéficier d'avoir davantage d'éclairage. Au niveau de la gestion, on sait que les parcs, mais ça implique une multitude d'acteurs, autant municipaux, citoyens, communautaires, en termes de sentiers, entretien, etc. Donc, il faut vraiment qu'on puisse travailler tout le monde ensemble pour améliorer et même bonifier l'offre de parcs et espaces verts. En termes de planification, en lien avec les différents projets qu'on avait entendus, la desserte qui est à faire dans certains secteurs, en fait, il y a plusieurs sites potentiels qui peuvent être identifiés sur le territoire. Puis, cet élément-là de potentiel de développement ou encore de requalification devrait faire l'objet d'une étude détaillée. Puis aussi, là, en termes de mécanismes réglementaires, en faisant en sorte d'avoir cette étude-là, on pourrait, là, à la Ville, se permettre là, de voir ou de mettre en place ces mécanismes réglementaires-là pour acquérir certains terrains en termes d'utilité publique. On peut changer de carte ou de diapositive. Pour étayer le diagnostic et comprendre davantage les besoins de la population, parce que ce n'est pas le tout de regarder qu'est-ce qu'il y a comme offre actuellement, on est allé avec les équipes internes faire un sondage en ligne et on a ressorti là, certains constats. Puis certains constats ont été là, divisés en fonction des quartiers, donc en fait là, les frontières électorales municipales, afin là, vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans certains de ces secteurs-là. Donc, on peut aller à la prochaine. Dans le sondage, en fait, là, la grande majorité des répondantes étaient des femmes, donc 71%, et ils étaient âgés, 39% de 20 à 40 ans et 45% de 41 à 60 ans. Donc, on comprend que c'est la population qui était active de Dieppe. La plupart étaient des propriétaires. Et le 89% avaient déjà accès à un espace privé extérieur, donc une cour à l'arrière des bâtiments ou à l'avant. Donc, ça met en perspective un peu là, les données qu'on a reçues. On a, en termes de desserte et parcs, les répondants-répondantes ont, de chaque quartier, là, vraiment, notent une insuffisance là, vers l'accès des parcs et espaces verts. Donc, à l'ensemble du territoire, les répondants ont vraiment là, noté cette insuffisance-là. En termes de perception du besoin en parc, les répondants estiment qu'il n'y a pas suffisamment de parcs, oui, dans leur quartier, mais au niveau du quatrième quartier, en fait, là, c'est vraiment là, une grosse perception de manque. Ce n'est pas simplement une insuffisance ou ça aurait pu être amélioré. C'est vraiment, il y a un manque dans le quartier 4. Au niveau du motif de fréquentation, c'est vraiment la détente qui est ressortie.
Donc, 79% des répondants ont vraiment choisi ça comme premier motif. Ensuite, observation de la nature. Puis après, tout ça, c'était la réalisation du sport libre. Donc, ce n'est pas nécessairement un sport qui était encadré, par exemple le soccer avec une ligue ou un groupe. C'est vraiment le sport libre dans un espace gazonné où est-ce que on peut faire du cerf-volant, etc., ou du frisbee sans faire partie d'un club. Si j'avance un peu, les principaux constats, c'est que la communauté souhaite fortement partager ses besoins liés au parc et espaces verts. Donc, comme on disait là, dans nos principes directeurs pour établir le plan, la participation citoyenne, c'est un élément qui est très important. Ensuite, il y a plusieurs types d'aménagements qui étaient souhaités, notamment des espaces dédiés à la marche et au vélo, incluant du mobilier urbain adapté. Par exemple, là, un certain nombre de bancs le long des sentiers afin qu'on puisse se reposer, là, surtout pour une population qui est appelée à vieillir. La population a demandé une piscine publique intérieure supplémentaire, des services de restauration, donc des cafés, des cantines, à même ou à proximité des parcs pour vraiment profiter des espaces extérieurs. On sait en pandémie, ça a été quand même quelque chose là, où est-ce que les gens pouvaient peut-être profiter un peu plus des espaces verts. Il y a un intérêt marqué pour les aménagements peu ou non structurés. Comme je disais, là, pour cette tranche de population-là, on s'entend la proportion active qui a peut-être un peu moins d'équipements dédiés là, versus les 0-14 ans, les adolescents. En fait, ils demandent là, vraiment là, des aménagements qui sont plus diversifiés, flexibles, qui sont non programmés, donc le sport libre. On a un intérêt marqué pour des aménagements qui sont respectueux de la nature et des possibilités de conservation. Donc ça, la résilience, la canopée, la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans le sondage. Puis, il y a une réflexion par quartier qui doit être réalisée. Donc, il y a des différences qui ont été observées par différents quartiers. Donc, il y a des besoins locaux à réfléchir dans ces secteurs-là. Que là, le plan directeur là, établit un peu plus que cette présentation-là. Avec tout ça, on a établi avec les équipes encore toujours la vision du plan directeur. Donc, en 2035, la ville de Dieppe, par ses parcs et espaces verts, incarne un modèle en matière de respect de la nature à travers une offre diversifiée et inclusive, s'inscrivant dans une perspective de transition écologique. Grâce à une collaboration étroite avec la communauté, la ville de Dieppe a réussi à déployer une offre qui assure le bien-être des usagères et usagers, afin de créer des expériences enrichissantes et rassembleuses. Donc, transition écologique, en fait, on parle là, de mettre en action, de privilégier des pratiques durables et des matériaux écologiques, tout en intégrant des infrastructures qui favorisent la biodiversité, minimisent l'impact environnemental et donc, au final, la résilience écologique. Oui. Donc, la vision, en fait, est appuyée par 11 grandes orientations qui peuvent être classées par les thèmes, là, les différentes thématiques. Donc, on a les thématiques accès et mobilité durable, offre diversifiée, acceptabilité sociale et appropriation des aménagements, sécurité et bien-être, environnement et investissements municipaux et aménagement durable. Et chacune de ces orientations-là sont déclinées en lignes directrices. Tout ça pour aider à la prise de décision en termes autant de gouvernance, de planification que d'investissement. Donc, c'est vraiment un outil pour aller de l'avant dans la mise en œuvre d'un réseau amélioré. Donc, on peut aller dans les deux suivantes. Ouais. Donc, pour ce qui est d'accès et mobilité durable, qui est vraiment la grande thématique, celle-là comprend 3 grandes orientations qui, elles, là, sont vraiment là, déclinées par des lignes directrices. Donc, la première orientation concerne vraiment la desserte équitable des différents parcs pour tous les quartiers. Et donc, c'est de s'assurer là, que tous les quartiers résidentiels aient au moins une typologie de parc ou d'espace vert. C'est assez simple comme ça. Mais
pour réaliser là, cette ligne directrice-là, on vous propose de planifier minimalement l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert à moins de 300 mètres, donc 5-10 minutes de marche de tous les nouveaux quartiers résidentiels. Donc, on revient là, avec le potentiel de 4000 unités. Là. Donc, essayez de voir là, à planifier à moins de 300 mètres là, ces espaces-là. Ensuite, la deuxième orientation est de favoriser la connectivité des parcs afin de bonifier les opportunités de mobilité active. Donc, c'est de mettre les parcs en réseau. Vous avez un plan de mobilité active, plan directeur de mobilité active. Et donc, c'était en lien avec ça. C'est pas juste de créer des réseaux qui viennent vraiment là, faciliter le transport à travers la ville. C'est aussi de mettre en réseau les différents parcs avec les sentiers multifonctionnels, donc les mêmes stratégies, mais qui favorisent aussi la connectivité entre les parcs, que ce soit, mobilité active, mais c'est aussi là, une façon de faire pour assurer la connectivité écologique entre les différents parcs. L'orientation 3 était d'adopter des principes d'accessibilité universelle pour permettre à toutes et à tous de réaliser ces activités de façon autonome. Donc, c'est vraiment la question de l'accessibilité universelle, intégrer et bonifier les aménagements qui soient universellement là, accessibles dans les parcs et espaces verts pour satisfaire là, les besoins de tout le monde, de toute taille et de toute capacité diverse. Au niveau de l'offre diversifiée, donc, c'est vraiment là ce qu'on parle d'une offre récréative et sportive diversifiée qui est polyvalente et qui peut être utilisée en toute saison. Donc, c'est là qu'on vient avoir la ligne directrice de diversification. Donc, diversifier l'offre de plateaux récréatifs de manière complémentaire avec les infrastructures existantes. Et offrir aussi là, des équipements et des espaces d'activité qui prennent en considération les intérêts des différents groupes d'âge. On a la ligne directrice de saisonnalité, donc bonifier l'offre en saison hivernale et favoriser des aménagements paysagers qui sont adaptés aux différentes conditions climatiques, créant des îlots de confort, de fraîcheur, mais aussi peut-être de la couleur en hiver, là, donner un espace aménagé intéressant en toute saison. On a aussi la ligne directrice de la flexibilité. Comme je disais, on demandait un peu la pratique libre, donc essayer de voir dans nos espaces, dans nos nouveaux espaces, si on est capable d'avoir ces aménagements-là qui sont flexibles, modulables, polyvalents. Aménagement, on peut parler autant de mobilier que d'espace laissé sans programmation en soi. Au niveau de l'acceptabilité sociale et de l'appropriation, on a deux orientations ici. Donc, privilégier la participation des parties prenantes dès la phase de planification de l'espace public. Donc, pour écouter encore là les besoins, mais ça vient répondre aux autres lignes directrices d'avant. On a la participation, intégrer la population, les organismes et toute autre partie prenante lors des étapes de planification et favoriser les concours citoyens pour mettre en valeur les initiatives citoyennes. Les concours citoyens, ça peut être de l'art, ça peut être comme ça peut être là, en fait, là, des initiatives communautaires. On a l'orientation favoriser l'appropriation de l'espace public comme lieu d'expression, donc d'échange et de support à travers la culture, donc organiser des événements culturels, mettre en place des activités éducatives et de sensibilisation, et encore là, les œuvres d'art de façon permanente ou éphémère à travers le réseau de la vie. Super. Donc, pour ce qui est de sécurité et bien-être, on en a encore deux. Je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement. Donc, au niveau de l'orientation 7, c'était de mettre en place des aménagements sécuritaires, donc de l'éclairage, influencer positivement aussi le sentiment de sécurité dans les différents parcs. On peut penser aux différents aménagements qui vont être peut-être séparés d'un usager à vélo ou à pied, simplement juste pour assurer le sentiment de sécurité. Ensuite, on a bonifié l'offre en mobilier urbain, en installation et en équipement afin d'améliorer l'expérience. Donc, l'expérience en termes d'identité visuelle, donc avoir une conception qui crée et qui poursuit une identité visuelle à l'intérieur des différents aménagements des parcs. On a aussi l'expérience à travers la signalétique, donc avoir une signalétique simple, distinctive, lisible, qui permet là, de vraiment se mouvoir et se repérer dans l'espace. On a également la ligne directrice en termes de mobilier,
Donc, on a ici là, privilégié des équipements qui sont durables, esthétiques, durables en termes d'entretien, et bon, en termes aussi de matérialité là, qui est durable là, pour l'environnement. Et aussi en termes de mobilier ou d'équipement qui avait été demandé au niveau des services d'aqueduc et d'égouts, voir si c'est possible dans différents espaces d'aménager des blocs sanitaires et des fontaines d'eau aux endroits stratégiques. La 9e orientation, c'était d'assurer la transition écologique de l'aménagement en soutenant quand même la bonification de la biodiversité. La question de la transition écologique, c'est vraiment d'adopter des pratiques durables, des matériaux écologiques, intégrer des infrastructures vertes ou bleues qui favorisent la biodiversité, mais qui minimisent l'impact environnemental. Donc, les bassins de rétention, considérer la gestion de l'eau sur le site par des infrastructures végétalisées et paysagères. Pas simplement comme une infrastructure en soi, mais ça devient un élément du paysage. On vient aussi favoriser l'intégration urbaine des bassins dans les milieux. Donc, encore là, pas un élément en fond de cours, un peu reclus qui ne donne pas envie là, d'occuper l'espace. C'est vraiment l'aménager de façon à ce qu'on puisse avoir une double utilisation. Puis, encore là, intégrer des aménagements paysagers de qualité attrayants et favorisant une biodiversité. Ça, la question du bassin de rétention fait partie vraiment du plan directeur en annexe. Là, on a vraiment sorti différents types d'aménagements qui peuvent être intégrés à même un parc. Donc, c'est vraiment intéressant de peut-être s'y pencher là, pour les prochains éléments. Au niveau de la biodiversité, bien sûr, c'est d'avoir des habitats qui sont variés, des plantations d'espèces locales. L'idée là d'augmenter aussi la diversité des espèces animales et végétales. Et gestion des matières résiduelles, donc tendre vers la réduction des déchets, mais aussi là, des déchets qui se retrouvent en site d'enfouissement. Donc, peut-être réfléchir à une gestion de tri à travers le réseau de parcs. Et la dernière orientation était de miser sur des aménagements qui s'inscrivent dans la vision planification et des objectifs de la ville. Donc, la ville a des objectifs, bien sûr, et a beaucoup de contraintes qu'il faut quand même là, allier ensemble. On l'a dit tout à l'heure, le réseau de parcs, en fait, là, vient vraiment là, asseoir ensemble ou demander une collaboration entre les différents acteurs. Donc, on parle d'urbanisme, on parle de gestion des travaux publics, on parle de services de l'eau, on parle de loisirs, donc tout ce beau monde-là qui ont un impact sur le réseau de parcs et espaces verts. Donc, le plan directeur en fait, le demande à ce qu'il y ait un outil de planification, donc s'assurer d'avoir une revue des outils de planification que vous avez déjà pour faire en sorte que le projet là, ressorte avec des recommandations appropriées selon les différentes contraintes. On a aussi gestion des fonds, donc porter une réflexion sur la gestion des fonds publics liés à l'acquisition et la conception de parcs. Donc, c'est pas simplement de vouloir en rajouter, il faut aussi être, je veux dire, je suis pas nécessairement économe, là, mais il faut quand même avoir là, à l'idée qu'on ne peut pas nécessairement là, avoir la lune, disons. Et on a également la considération de la pérennité. Donc, oui, matériaux durables, conception qui est adaptée pour minimiser les coûts d'entretien, mais c'est surtout pour s'assurer que les aménagements qu'on va faire à travers le différent réseau de redéveloppement, requalification, réaménagement ou simplement un nouveau parc, ce serait d'avoir une durée de vie qui est quand même là, longue dans le temps. C'était l'ensemble des lignes directrices qui sont prévues dans le plan directeur. Merci pour la présentation. Je vous demanderai s'il y a des questions de la part des membres du conseil municipal et ou du personnel. Madame Godbout. Merci. Moi, il y avait juste 3 choses. Je voulais essayer de comprendre où ça pourrait tomber dans les principes directeurs qu'on avait. Le premier, c'est quand on faisait cette étude-là, pour on regarde les espaces verts, est-ce que l'utilisation de toits verts tombe dans les espaces verts ou est-ce que c'est à l'extérieur de l'étude qui a été considérée? Les toits verts, non. Mais ça pourrait être intéressant.
surtout si ces toits verts-là peuvent être mis à disposition de l'ensemble des citoyens. C'est sûr que là, le plan directeur des parcs et espaces verts, c'est un élément pour l'ensemble de la communauté. Les toits verts, c'est souvent privé. L'autre question, dans les orientations, je voulais voir s'il y avait, où est-ce qu'on prendra en considération la densification d'un certain secteur, dans le sens comme on peut voir comme dans un de nos quartiers, on va avoir une densification plus élevée, par exemple, au centre-ville. Alors, où est-ce que dans nos orientations, qu'on prend en considération la densification d'un secteur? Ben, ce serait en fait dans la première orientation où est-ce qu'on assure une desserte équitable dans en termes de parcs et espaces verts dans tous les quartiers. C'est sûr que la densification peut avoir un impact sur l'espace disponible, donc c'est pour ça qu'on a établi une typologie qui, reste quand même là, un guide qui peut être adapté. Mais l'idée, ce serait quand même dans ces espaces-là d'avoir un espace vert à moins de 300 mètres à peu près là, pour tous ces nouveaux quartiers-là. Pour ça, j'en revenais avec l'idée de dire, est-ce que c'est suffisant, puis est-ce qu'on devrait avoir dans nos orientations le concept que tu as peut-être besoin de plus de ces parcs-là, là où il y a une grande densification, parce qu'on n'a pas vraiment accès à cet environnement-là naturel-là, parce que si on est 500 personnes dans le parc plutôt que 50 dans un autre quartier, c'est vraiment pas quelque chose qui est équitable, à mon avis. Fait que je me demande juste s'il y a une place autre ou quelque part qu'on peut prendre en considération de façon plus, donner plus de poids, je pense, à la question de densification dans nos orientations. J'aime beaucoup la question. On s'est vraiment posé la question avec les équipes internes pour différencier cet élément-là. Puis c'est vraiment dans ce contexte-là où est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à l'ensemble des considérations que l'orientation 10 a été fait, qui est vraiment sur la gouvernance. Donc, s'asseoir ou s'assurer de s'asseoir avec mon service des finances, service d'urbanisme et comprendre justement là, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui est à planifier par la suite. Puis encore là, d'adapter là, en fonction de ça. On avait fait le grille d'acquisition ou des réflexions qui est en annexe là, du plan directeur où les services ont disponible cet outil-là. C'est très utile. J'avais un troisième dernier petit point. Je voulais juste voir où est-ce qu'on pouvait retrouver ça dans les orientations. Il y a un désir dans notre population qu'on voit souvent de pouvoir permettre des grands rassemblements. Le peuple aime se rassembler en grand. Où est-ce que cette possibilité-là se retrouverait ou se reflèterait dans les orientations? Je vous dirais que ce serait dans l'orientation 6, donc favoriser l'appropriation de l'espace public au niveau culturel. Donc oui, intégrer des œuvres, c'est des sous-points, mais intégrer des espaces culturels en superficie, là, ça pourrait faire partie de cet élément-là. Regardez ça court. Merci, Mme Leboutillier. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais mieux comprendre à la page 30 votre organigramme ou le thème sur la prise de décision de figure 49. Je vais laisser Raymond répondre à ça. Ça, c'est vraiment un diagramme qu'on avait conçu avec les équipes à travers les ateliers pour justement s'assurer d'une prise de décision. Mais je sais là, que depuis, ça fait chemin à travers les différents services, puis ils se sont dotés peut-être d'une autre manière que si ce n'est pas le cas, je pourrais expliquer le schéma. Je peux m'aventurer un peu. C'est vraiment, ça démontre le travail d'équipe qu'on a fait durant le plan, durant l'étude aussi. C'est l'orientation qu'on veut continuer. On veut s'assurer qu'on ne se perd pas au fil des années. Le service de planification a beaucoup collaboré dans l'élaboration de ce plan. Le service environnement, en fait, on les voit tous là. Normalement, traditionnellement, on a loisirs et parcs. Et puis là, maintenant, on est beaucoup plus large comme groupe pour faire ces analyses-là. Entre-temps aussi, on s'est entendu avec le service de planification, parce que c'est eux autres qui sont les mieux outillés pour faire l'acquisition des terrains d'utilité publique. Mais nous, on est toujours autour de la table pour s'assurer de cette faisabilité-là, de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de topologie ou du terrain comme tel. Alors, on a notre surintendant Parc Espace Vert qui vérifie chaque site potentiel avant que la recommandation est faite du point de vue de planification lorsque les demandes de lotissement. En fait,
ça explique plus ou moins, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus spécifique, mais en fait, c'est vraiment pour démontrer le travail d'équipe qui se fait, puis pas qu'on se perd au fil des années, puis qu'on travaille en silo. OK. Donc, c'est juste pour démontrer de la manière que le schéma est fait. C'est les services, ça va à l'équipe stratégique municipale, oui. Puis là, ça descend par en bas, ça va aller au conseil consultatif, et après, ça va au greffier, ça vient aux élus, puis ça peut revenir, si jamais que est-ce que c'est ça? Ça peut... C'est plus ou moins ça. Ça changeait un peu en cours de route. C'est sûr, c'est le service d'urbanisme qui va amener au conseil, lorsqu'on va faire les lotissements, ces choses-là, les recommandations. Mais on peut avoir des recommandations aussi sur des terrains existants qu'on a déjà pour développer des parcs qui ne sont pas développés encore. Ça soit des discussions que moi j'aurais avec mon DGA et j'imagine qu'Alexandre aurait avec son DGA. C'est pour ça que l'équipe stratégique quand même mentionnée là, puis qu'il y a des discussions à ce niveau-là avant d'arriver au conseil avec une recommandation formelle. OK. Fait la recommandation formelle va venir du conseil consultatif d'urbanisation. C'est bien ça? Pas nécessairement. OK. Ça fait le schéma qui est là, c'est juste un exemple. C'est un exemple, c'est un guide. Ça nous donne quand même des bonnes idées de où est-ce qu'on devrait aller, mais ça ne sera pas tout à fait comme ça. Et merci beaucoup, puis merci aussi pour le beau travail. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur le maire, si je peux me permettre de poser une question, parce que ça change quand même significativement l'élément de qu'est-ce qu'on avait auparavant au niveau de distance ou d'espace à 300 mètres de tous les nouveaux quartiers résidentiels. Alors, auparavant, si je me rappelle bien, M. Bourque, c'était 800 mètres. Alors, c'est un peu pour expliquer au conseil, parce que ça a quand même des répercussions importantes au niveau de notre développement territoire et aussi de notre investissement financier, possiblement. Alors, juste peut-être si Mme Ouellette pourrait nous donner un peu les références de comment arriver à cette recommandation-là. Oui, sans problème. Évidemment, on parle d'un parc ou d'un espace vert, donc ça peut défendre, dépendamment de sa superficie. Ce n'est pas nécessairement un grand parc. Ça peut être un parc pour parc familial, comme les typologies que je vous ai montrées. Mais nous, à travers les différentes études, c'est surtout basé sur la stratégie de 3-30-300. Donc, même Alexandre, là, qui est dans la salle, j'ai vu, peut nous en parler davantage, mais aussi en termes de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui favorise là, une distance plus courte que le 800 mètres en tant que tel. Je peux t'ajouter? Merci. Oui. Est-ce que je peux ajouter à ça? Certainement. Oui. Alors, finalement, on a été de 500 à 800. Et je comprends la question du directeur général, pourquoi on est à 300. C'est vraiment l'élément d'espace vert qui s'y ajoute. Ce n'est pas nécessairement un parc à tous les 300 mètres, mais c'est quand même de la verdure, des sentiers, ça peut être la biodiversité, ça peut être tous les éléments qu'on voit dans ce rapport-là. Ça va être un gros travail de le faire, de l'identifier, mais c'est un objectif et on va travailler vers ça. Mais c'est là un peu la différence. Avant, on parlait vraiment de la distance d'un parc à 10 minutes de marche de chez soi, alors on avait le 800 mètres. Alors, en fait, quand on disait à 800 mètres de chez vous, il devrait avoir accès à un parc ou un sentier qui mène à un parc. Alors, dans certains cas, c'est plus que 800. Ça fait que c'est là un petit peu la distinction entre le dernier plan et celui-ci. Je trouvais juste important de clarifier ça auprès des membres du conseil. Okay. Merci. Autre question? M. Richard. C'est étonné qu'il n'y ait pas d'autres questions du conseil. Là. Je veux quand même souligner deux autres personnes qui sont ici avec Raymond ce soir. Là. Je ne sais pas si Raymond, je ne voulais pas prendre le dernier mot, mais je vais laisser faire le dernier mot. Ouais, vas-y. C'est qu'il y avait quand même plusieurs services d'impliquer. Je vais laisser Raymond le dernier mot. Là. Je ne savais pas s'il y avait quelque chose. Je voulais le mentionner au début, puis là, je l'ai noté pour le mentionner à la fin. On a Charles Leblanc, qui est notre surintendant Parc Espace Vert. C'est notre gars de terrain qui travaille avec le personnel. Et puis, Charles a une vaste expérience au niveau des parcs. Et puis, c'est lui qui fait les vérifications de sites et ainsi de suite. Et aussi qui s'occupe des équipes, qui fait l'entretien et qui aménagera les futurs parcs à Dieppe. On a Naila, vous avez vu à plusieurs rencontres avec nous autres. Naila a un grand support pour nous. Elle a joué un très grand rôle dans ce rapport ici, à coordonner toutes les différentes actions, à voir tous les acteurs autour de la table.
Alexandre, directeur de gestion de l'environnement, ici, je vais le nommer. Ceux qui ne sont pas ici, je ne les nommerai pas, mais on a une très grande équipe qui a participé. Alexandre a participé à cette étude ici. Il travaille de très près aussi avec Charles pour plusieurs initiatives. On parle de biodiversité. Il y a déjà des initiatives qui se font. Ça fait que les autres ne sont pas ici, mais on les remercie quand même. Ça a été un effort collectif d'équipe. C'est bien. Personne n'a rien d'autre à rajouter. Alors, merci pour la présentation. C'est excellent. Et puis, on va voir où ça va nous mener. Yes. On est impatients. Merci beaucoup. Sur la politique L8 et attribution d'installation récréative, Monsieur Leblanc, Denis de son prénom. Le voyez-vous? On voit rien. Oh, j'ai éteint bizarre. Il a tout éteint avant de s'en aller. Les mois dit bonne nuit. C'est ça que tu appelles un chum. Il est là, il devait Ça encourage beaucoup le travail en équipe. Ouais. Et voilà. J'ai revenu. Vous le voyez? On ne voit pas dans nos écrans, mais on le voit là. Oui, c'est correct. C'est beau. Un petit délai. Merci, M. le maire, membre du conseil. Il me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous encore une fois pour parler d'une mise à jour d'une politique L8. Donc, je pense que quelques réunions passées, on voyait que nos politiques du service des loisirs commençaient à prendre une date. Puis la suggestion était qu'on commence à les réviser. Donc, on commence avec la politique L8, qui est la politique d'attribution et d'installation récréative. Donc, ce soir, je propose de vous présenter l'objectif de la politique, pourquoi on la change, qu'est-ce que les améliorations qu'on va apporter, puis l'échéancier pour l'adoption de cette même politique. Donc, l'objectif de la politique ne changera pas, c'est toujours la même qu'on maintient. C'est plus les autres composantes qu'on va modifier. Donc, la politique vise à encadrer et à guider l'administration lors de la prise de décision relative à la planification de l'utilisation des espaces au sein des infrastructures récréatives et sportives de la ville de Dieppe ou sous la responsabilité de la municipalité. Donc, c'est certain que nous, on s'est beaucoup guidé sur la glace. Donc, on connaît que nos heures de glace ici à la ville de Dieppe, il y en a beaucoup, mais ils sont beaucoup utilisés. Donc, c'est probablement l'installation qui est le plus saturée. Donc, ça nous a forcé à faire une petite réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour attribuer ces genres d'infrastructures-là. Donc, pourquoi une modification? Comme j'ai mentionné tantôt, la plupart de nos politiques prennent date. Celle-ci date de 2017. Donc, depuis 2017, on a ajouté 2 surfaces de glace, on a ajouté des terrains de soccer, terrains synthétiques, donc on a ajouté des infrastructures. Donc, on pensait que c'était important de voir la modification. On va aussi faire une clarification des priorités, parce que pas tout le monde interprète la politique actuelle comme nous, on l'interprète. Donc, on voulait vraiment clarifier au niveau de qui a priorité à différents temps, à différents moments de la journée. Donc, on voulait s'assurer que les priorités sont bien comprises par tout le monde. Puis, quand on vient faire des décisions, mais ils sont faciles à expliquer aussi, qu'on n'a pas d'ambiguïté. Clarifier l'attribution aussi. Donc, il y a une politique d'attribution, puis il y a une procédure. Donc, on trouvait qu'à un moment donné, la politique m'allait peut-être la procédure. Donc, les deux s'intermêlaient. Donc, on voulait vraiment clarifier les rôles. Nous autres, on est d'avis que la politique appartient au conseil, puis la procédure, elle appartient au personnel d'administrer les choses. Donc, on voulait vraiment s'assurer que les deux sont séparés, puis que quand on arrive au conseil, la politique, elle est approuvée. Puis nous, dans la procédure, on peut faire des petits changements en cours de rôle sans avoir à revenir au conseil municipal. Clarifier les critères de prise de décision. Donc, c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce qui va quand on veut louer une heure de glace, mais qu'est-ce que les pensées ou qu'est-ce que les choses qu'on regarde pour arriver à dire, c'est hockey mineur qu'à cette heure de glace-là ou c'est Ringuette qu'à cette heure de glace-là. Donc, il y a une série de critères ou de lignes directrices. OK. Ça commence à zéro.
vaste public va être très désappointé. Donc, je peux continuer. Donc, on était rendu à clarifier les critères de prise de décision. Donc, j'expliquais qu'il y en a plusieurs. Donc, la décision n'est pas nécessairement simple. J'en ai compté 11 critères qu'on utilise pour venir à une décision. Donc, juste pour en nommer quelques-uns. Donc, notre capacité organisationnelle, les dates d'ouverture et fermeture de nos infrastructures, l'utilisation privilégiée par les résidents de Dieppe, le tourisme sportif, événements spéciaux, diversité des utilisateurs, compréhension des besoins particuliers des utilisateurs. Puis il y en a d'autres, mais c'est ça les critères qu'il y a, qu'on utilise, puis ils sont à l'intérieur de la politique maintenant. Pourquoi une modification est encore la même? Donc, équilibrer l'accès en groupe d'utilisateurs. Donc, tout de suite, le fait que surtout l'aréna est condensé, très utilisé, on a peut-être perdu un peu le contrôle. On n'a jamais vraiment vérifié est-ce qu'on a trop de groupes jeunesse, est-ce qu'on a trop d'adultes, est-ce qu'on a trop de privés. Donc, on veut vraiment mettre une balance à voir. À moins, est-ce qu'on veut 50% jeunesse, 30% adultes? Donc, on veut vraiment voir s'il y a une balance à offrir là-dedans. Donc, on a fait l'analyse, puis on a fait des suggestions. Aligner nos services offerts avec la capacité réelle. Donc, certainement, avec nos ressources humaines, on veut s'assurer qu'on est capable d'assurer le service, puis un service de qualité. Donc, on veut s'assurer qu'on peut attribuer les heures de nos terrains sportifs ou de nos glaces au bon temps. Puis, de quoi qu'on n'avait pas nécessairement avant, ben, ça a besoin d'une gestion claire des plaintes. Donc, quand les gens avaient une plainte, soit ça venait à mon bureau à Luc, bureau à Marc, M. le maire, donc ça suivait la ligne des temps, puis on n'avait pas nécessairement de processus. Donc, on propose un processus qui est peut-être un peu plus clair, puis la décision ne reviendra pas nécessairement toujours au service de la vie communautaire, puis il y aura peut-être des personnes externes qui pourront donner leur feedback. Donc, on propose un processus pour s'assurer qu'on peut bien répondre aux demandes ou aux plaintes. Donc, l'amélioration proposée, donc, il y avait plusieurs définitions dans la politique. Donc, on les a enlevées, on trouvait qu'ils étaient inutiles ou non pertinents à la politique. Suppression de la référence aux saisons et aux heures de pointe et à la facturation. Ça, c'est tout à faire avec la politique L1, qui est la politique de tarification, qu'on vous reviendra éventuellement avec des changements. Mais on la retire de la politique d'attribution, puis on va la mettre dans la politique de tarification. Précision des critères utilisés dans la décision d'attribution. Donc, qu'est-ce que j'ai nommé tantôt, les 11 critères d'attribution, on les met dans la politique. Intégration des pourcentages d'utilisation accordés aux diverses catégories. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, est-ce que c'est 50% jeunesse, 30% adultes, 10% événements, 15% privés. Donc, on veut vraiment mettre ce pourcentage-là en place. On a parlé aussi de séparation du document de politique d'attribution qui relève du conseil et du document de la procédure d'attribution qui relève de l'administration. Puis ajouter une clause d'appel à une décision. Donc, si un client n'est pas content après notre décision, mais comme je parlais tantôt, il y a un processus clair et précis qui va leur permettre d'analyser la demande, faire des recommandations, puis revenir au client, quelque chose qu'on n'a pas présentement dans notre politique. L'échéancier, donc ce soir, on présente au conseil la politique que je pense qui était attachée dans votre paquet aussi, donc elle est là. Le 9 juin, il y aura un avis de motion qui sera fait au conseil municipal pour éventuellement revenir à la recommandation au conseil le 23 juin. Donc, la raison qu'on est venu présenter ce soir, c'est certainement vos commentaires, si vous en avez, sur certaines choses que vous voyez ou que vous avez entendues, qu'on peut améliorer, qu'on peut faire mieux. Donc, ça vous donne l'opportunité un peu d'avance de faire ces précisions-là. C'était vraiment ça la présentation pour ce soir. Merci. Question de la part des membres du conseil. Madame Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. Bien, merci. Puis, tout changement, des fois, peut adhérer à des petits impacts. Fait que je me demandais si, parce que vous avez probablement déjà dû faire l'exercice de l'impact des nouvelles règles, qu'est-ce que ça serait? Ça serait bien si on pourrait avoir un aperçu de voici aujourd'hui, cette année, et avec ces nouvelles normes-là, qu'est-ce que ça ressemblerait si ça aurait été 2025 cette année? Donc, c'est certain que 2025 a été une année spéciale avec la AGL qui est en rénovation. Donc, disons comme le 2024, qu'est-ce que ça serait, cet impact-là, sur nos groupes, nos divers groupes? Ça, on aurait une meilleure appréciation de tout le beau travail que vous faites aussi. Parce que quelque chose d'autre qu'on voulait ajouter dans la politique, c'est s'assurer que, à moins qu'il y avait quelqu'un ou un groupe qui était en train de
décembre, on avait besoin moins, qu'on pouvait prouver qu'il y avait besoin de moins. Il y avait un groupe à un moment donné qu'on devait enlever des heures ou qu'il y avait un autre groupe qui était en train de grandir et qui faisait plus d'heures, mais on voulait s'assurer dans notre politique que ces éléments-là étaient là aussi, là, donc qui pourraient apporter des changements vers 24, vers 25 aussi. Là. Super, merci beaucoup. Monsieur Richard. Peut-être juste pour ajouter à votre question également, on ne s'attend pas, je pense, à de changements majeurs, mais il y a quelque chose qui pourrait arriver advenant qu'on vient avoir comme la glace que Denis a mentionné, où c'était vraiment, la demande était au-delà de ce qu'on a à offrir. Donc, dans ce cas-là, un des critères qui parle de pourcentage viendra s'appliquer. Donc, l'impact de ce côté-là, ça pourrait vouloir dire, pour assurer un certain accès et équité à tous les groupes, qu'il reste certains groupes qui se retrouveraient à perdre un certain accès. Mais ça, c'est si jamais que la demande venait vraiment au-delà de tout. Alors, ça, c'est un exemple. Mais de l'autre côté, c'est que ça assure qu'à un moment donné, tous les groupes, les groupes que vous retrouvez, les groupes prioritaires, ont au moins un accès. En d'autres mots, advenant qu'on venait à un moment donné où est-ce qu'on avait des groupes jeunesse qui étaient vraiment énormes, puis que là, on avait une surcharge de demande, mais peut-être que ça voudrait dire à un moment donné qu'il faudrait parler avec nos groupes et dire, OK, comme d'autres villes ou d'autres associations, à un moment donné, il y a un maximum de jeunes qui peuvent s'inscrire à certains sports. On ne souhaite jamais arriver là. Mais au moins, si on se protège, dans le sens que on ne pourra pas dire nécessairement aux adultes, ah, ben c'est les jeunes qu'on a priorité, puis les adultes, vous n'avez plus de glace. Fait que ce qu'on essaie de retrouver là-dedans, c'est un équilibre. Donc, on essaie d'être proactif avec ce critère-là pour justement nous permettre d'équilibrer. Donc, l'impact peut être négatif à un moment donné si on avait vraiment une demande qui était au-dessus de là, mais peut être aussi positif dans le sens que ça assure une équité à tous les tranches de la population d'avoir accès à nos infrastructures. Ça, c'est comme un exemple d'impact. Mais je pense que Denis, pour les confirmer, on ne voit pas nécessairement un impact majeur tout de suite, mais comme il l'a mentionné, il y a peut-être des groupes qui sont en croissance, qui vont être capables d'avoir un peu plus de glace, puis d'autres qui n'ont peut-être moins parce qu'ils sont en décroissance, ainsi de suite. Donc, les critères qui ont été mis en place nous permettent maintenant d'avoir des outils fiables pour justifier quand on arrive à faire une certaine recommandation. Peut-être juste pour ajouter ça, là, c'est qu'il y a des impacts, mais des fois, ça peut être positif, autant que peut-être perçu négativement. Là. Merci. C'est bon. Madame Godbout. Oui, une question à savoir dans votre démarche de révision de politique. Est-ce qu'on a dans la démarche de la Ville une évaluation qui est peut-être une analyse comparative entre les sexes, c'est-à-dire le gender-based analysis qu'on fait quand on fait les analyses des modifications de nos politiques? Est-ce qu'on fait cette considération-là dans nos démarches? Ce n'est pas nécessairement défini dans la politique, mais je pense que c'est à ça qui nous apporte à modifier la politique aussi, parce que moi, je pense que les groupes féminins ont commencé à prendre de l'ampleur dans différents sports, puis ils n'ont pas toujours eu accès à la glace, donc à un moment donné, c'est pour ça que les critères qui sont en place sont là pour être capables de mieux balancer. Est-ce qu'on la définit comme telle, mais on peut peut-être faire une petite amélioration, mais c'est peut-être pas aussi tant pointu que qu'est-ce que... Mais je le pose juste parce que dans notre démarche comme Ville, ce serait quelque chose à considérer si on est en train de réviser nos politiques. Chaque politique, ça devrait être dans notre démarche de se poser la question, est-ce qu'on doit et est-ce qu'on au moins faire une analyse comparative entre les sexes pour vraiment comprendre l'impact de nos décisions. Ça serait probablement une question que je me retrouverai à poser souvent et de plus en plus à mesure que les politiques viennent. Fait que je vous le mentionne. C'est tout. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, ben, merci pour la présentation. Et pour nous, ben, je pense que ça termine la réunion de ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on sauvez-vous pas tout de suite, là. Il y a une autre place à aller pour une couple d'heures. Alors, bonne fin de soirée à tous. Ceux qui sont à l'extérieur d'ici, là.